À 8h46, le 11 septembre 2001, le monde a changé pour toujours. Un avion détourné a été délibérément piloté dans la tour nord du World Trade Center, suivi 17 minutes plus tard par un autre avion qui a frappé la tour sud. Un troisième avion a été piloté dans le Pentagone, d'où les États-Unis dirigeaient leurs opérations militaires mondiales, tandis qu'un quatrième a été abattu par des passagers courageux qui ont lutté pour le contrôle de l'avion avec les pirates de l'air. Pendant à 8h46, le 11 septembre 2001, le monde a changé pour toujours. Un avion détourné a été délibérément piloté dans la tour nord du World Trade Center, suivi 17 minutes plus tard par un autre avion qui a frappé la tour sud. Un troisième avion a été piloté dans le Pentagone, d'où les États-Unis dirigeaient leurs opérations militaires mondiales, tandis qu'un quatrième a été abattu par des passagers courageux qui ont lutté pour le contrôle de l'avion avec les pirates de l'air. Pendant des décennies, les États-Unis avaient cru qu'ils existaient derrière un bouclier blindé constitué de leur immense puissance militaire. Cette croyance a été maintenant brisée avec tant de personnes tuées, non seulement des États-Unis, mais de partout dans le monde. C'était vraiment une attaque contre le monde libre, et un cri a été lancé pour la justice et pour beaucoup pour la vengeance. Très rapidement, il a été conclu que l'attaque avait été autorisée par Oussama Ben Laden, le chef du réseau terroriste d'Al-Qaïda, qui avait longtemps rêvé d'une attaque spectaculaire sur le continent américain. Connu pour se cacher en Afghanistan sous l'égide du régime taliban, idéologiquement motivé, les États-Unis et leurs alliés se sont préparés pour la guerre. Le 10 septembre seul, un petit groupe de les États-Unis avaient cru qu'ils existaient derrière un bouclier blindé constitué de leur immense puissance militaire. Cette croyance a été maintenant brisée avec tant de personnes tuées, non seulement des États-Unis, mais de partout dans le monde. C'était vraiment une attaque contre le monde libre, et un cri a été lancé pour la justice et pour beaucoup pour la vengeance. Très rapidement, il a été conclu que l'attaque avait été autorisée par Oussama Ben Laden, le chef du réseau terroriste d'Al-Qaïda, qui avait longtemps rêvé d'une attaque spectaculaire sur le continent américain. Connu pour se cacher en Afghanistan sous l'égide du régime taliban idéologiquement motivé, les États-Unis et leurs alliés se sont préparés pour la guerre. Le 10 septembre seul, un petit groupe d'Américains savait où l'Afghanistan se trouvait sur une carte. Le 12 septembre, presque toute la population était concentrée sur ce pays enclavé et rural, alors que la chasse à l'homme le plus recherché sur Terre commençait. Dans ce deuxième épisode d'un spécial en 2 parties sur l'histoire violente de l'Afghanistan, nous allons examiner l'invasion américaine de l'Afghanistan, la guerre la plus longue de l'Amérique. Ce sera similaire à ce que nous percevons aujourd'hui comme une guerre tranquille. L'exploration de la guerre en Afghanistan le 10 septembre. Où l'OTAN a convoqué une réunion dans laquelle chaque État membre a accepté d'invoquer l'article 5 du traité de Washington s'il était découvert que l'attaque était coordonnée par des forces extérieures aux États-Unis. L'article 5 du traité stipulait qu'une attaque contre une nation membre constituait une attaque contre toutes les nations membres, et donc le 11 septembre n'était pas seulement une attaque contre l'Amérique, mais contre tous les 19 pays membres. Le secrétaire général de l'OTAN, Lord Robertson, a informé l'ONU de la décision de l'Alliance, mais il a été déclaré que les États-Unis agiraient simultanément avec les forces de l'OTAN et indépendamment de la structure de commandement de l'OTAN, conformément à leurs droits en vertu des lois internationales de légitime défense. À cet égard, le 15 septembre 2001, le président Bush a rencontré ses conseillers les plus seniors au camp de retraite du président David dans les collines du Maryland. Parmi les présents se trouvait le chef de la défense de la CIA. Et puis, le 15 septembre 2001, le président Bush a rencontré le chef George Tenet qui a commencé les procédures avec une présentation PowerPoint simplement intitulée « Aller à la guerre ». Tenet a exposé tous les derniers renseignements sur Ben Laden, Al-Qaïda et leurs hôtes talibans en Afghanistan, permettant à l'équipe du président de commencer à formuler un plan d'action. Il a été établi d'emblée que, contrairement à la frappe symbolique de missiles de croisière de Clinton après les attentats de l'ambassade en 1998, cette fois, des troupes seraient déployées en Afghanistan avec pour mission de s'attaquer aux États-Unis et à leur armée.
tenait à affirmer que l'objectif des États-Unis est de traquer et tuer Ben Laden, ainsi que toute entrave à cet objectif. Les dirigeants américains ont finalement convenu d'un plan en 4 phases pour l'invasion de l'Afghanistan. La première phase concernait l'allocation des ressources à l'opération, l'adoption et l'utilisation d'alliés clés dans la région, y compris en Afghanistan même, dans une seule coalition, la définition d'un certain nombre d'objectifs clés et l'établissement d'une hiérarchie de commandement. La deuxième phase impliquait des opérations de combat initiales pour préparer les étapes suivantes. Comme c'était la pratique standard pour toute opération militaire à cette époque, le premier objectif était d'établir la domination sur l'espace aérien afghan pour empêcher les talibans d'utiliser leurs poignées d'avions pour interférer dans les opérations américaines et de la coalition. Les sites de défense anti-aérienne seraient également visés par des attaques, mais il y avait toujours des préoccupations concernant le nombre de canons anti-aériens lourds que possédaient les talibans, qui, étant manuellement opérés, pourraient poser une menace sérieuse pour les avions volant à basse altitude. L'armée des talibans était également préoccupée par la capacité à contre-attaquer les forces russes. Pendant ce temps, les sources médiatiques occidentales ont écrit des articles concernant les forces talibanes utilisant les missiles Stinger fournis pour combattre les soviétiques dans les années 80, se retournant contre les hélicoptères de la coalition. Cependant, ces craintes étaient infondées. Beaucoup de Stingers avaient été rachetés par les États-Unis au début des années 90, tandis que la plupart des autres étaient vendus sur le marché noir à des pays africains. Ce qui restait en Afghanistan n'était plus opérationnel. La 12 000 verrait également quelques 12 000 troupes, principalement des équipes de forces spéciales, insérées en Afghanistan, et elles se lieraient avec les forces anti-talibans, principalement l'Alliance du Nord. Ils coordonneraient ensuite les largages de fournitures et surtout les frappes aériennes contre les cibles talibanes et d'Al-Qaïda, fournissant effectivement à l'Alliance du Nord et à leurs affiliés une puissante force aérienne à leur disposition. Après que la phase 2 ait posé les bases des opérations de combat, la phase 3 concernait l'effort concentré pour éliminer les talibans, ce qui à son tour éliminerait alors toute la base de soutien d'Al-Qaïda en Afghanistan. Enfin, la phase 4 concernerait la constitution d'une force de sécurité internationale, dont le travail serait d'empêcher les talibans de se rétablir, tandis qu'un nouveau gouvernement serait établi à Kaboul, pour administrer d'abord un nouvel Afghanistan plus pro-occidental, puis pour créer ses propres forces armées, qui assumeraient finalement la responsabilité principale, en assurant la sécurité du pays contre toutes les forces militantes restantes. L'ensemble de l'opération a été baptisé « Justice Infinité », ce qui correspondait certainement à l'humeur aux États-Unis à l'époque. Cependant, on craignait que cela puisse offenser de nombreuses nations musulmanes qui soutenaient la cause américaine, car ce titre est souvent utilisé en référence à Dieu. Par conséquent, il a été changé pour l'opération Liberté durable, plus acceptable. Pendant ce temps, les États-Unis et les nations de la coalition ont commencé à renforcer leurs forces dans la région, en préparation pour aller en guerre contre les talibans. Les bombardiers de l'US Air Force ont été déployés dans l'océan Indien, et les navires de guerre britanniques et américains armés de missiles Tomahawk se sont positionnés dans la mer d'Arabie. Comme si la tempête grandissante des forces occidentales s'amassant contre son pays ne suffisait pas, le leader des talibans, Mullah Omar, a découvert que son soutien à Bin Laden lui avait maintenant aussi coûté l'allié le plus ancien de son peuple. Avant les attaques à New York, le 20 juin 2001, le leader des talibans, le chef de l'armée pakistanaise, Pervez Musharraf, a pris le pouvoir à Islamabad. Après le 11 septembre, Musharraf a réalisé qu'il était dans le meilleur intérêt de son pays de soutenir les États-Unis, malgré la relation difficile que les deux pays avaient endurée dans les années 1990 à cause du programme d'armes nucléaires du Pakistan. Le 19 septembre 2001, il a prévenu son peuple que s'il ne se ralliait pas aux États-Unis, ces derniers ne pourraient pas lutter contre les talibans. Les États-Unis pourraient solliciter l'aide de leur ancien ennemi, l'Inde. Les tensions entre Islamabad et Delhi étaient toujours très élevées suite au conflit de Kargil en 1999 dans la région contestée du Cachemire, et donc cette menace a été prise très au sérieux. Bien qu'il s'opposait publiquement à une action militaire contre les talibans, il a permis aux forces américaines de commencer à baser des avions dans son pays qu'il savait qu'ils seraient utilisés pour bombarder les troupes talibanes ainsi qu'Al-Qaïda. Ces forces ont également commencé à capturer des personnes connues, cibles dans la zone tribale entre le Pakistan et l'Afghanistan et les remettant aux États-Unis. En récompense de leur coopération, les sanctions militaires et économiques que les États-Unis avaient imposées au Pakistan ont non seulement été levées, mais ont été complétées par une aide économique et des primes pour chaque agent d'Al-Qaïda remis.
Cependant, Musharraf a plus tard affirmé que les États-Unis avaient fait des menaces subtiles, et parfois pas si subtiles, que le Pakistan pourrait devenir la cible des bombes américaines s'il ne consentait pas à coopérer. Quoi qu'il en soit, le Pakistan avait maintenant toutes les raisons de se détourner d'Omar, et le gouvernement d'Islamabad est devenu un acteur clé dans la guerre croissante contre le terrorisme. La question sur beaucoup de lèvres en Occident, cependant, était de savoir combien de leurs gens étaient engagés dans la cause de Washington, et combien d'autres étaient sympathiques aux talibans et à Al-Qaïda. Le 4 octobre 2001, dans le cadre de ces engagements en vertu de l'article 5 l'OTAN a commencé à déployer des avions du système d'alerte et de contrôle aéroportés et TROIS. Aux États-Unis, dans le cadre de ses engagements en vertu de l'article 5, l'OTAN a commencé à déployer des avions du système d'alerte et de contrôle aéroporté E3 aux États-Unis. Sous l'opération Eagle Assist, c'était la première fois dans l'histoire de l'Alliance qu'elle entreprenait une opération antiterroriste active. Les avions ont été déployés à la demande des États-Unis afin d'aider à combler les lacunes de la couverture radar du continent américain et ont impliqué 830 personnels de 13 pays de l'OTAN. L'OTAN a également pris des mesures pour augmenter le soutien à tous les pays membres en matière de partage de renseignements, de soutien logistique et d'augmentation de la sécurité. Il était essentiel pour la sécurité locale d'assurer la protection des frontières, surtout en Méditerranée, par crainte d'une infiltration d'Al-Qaïda en Europe depuis l'Afrique du Nord. Liberté durable. Pour Mullah Ammar et les dirigeants des talibans, il y avait très peu qu'ils pouvaient faire alors que les États-Unis et leurs alliés renforçaient leurs forces. Il a refusé de livrer Ben Laden ou de s'engager à cesser de soutenir le terrorisme international. Et donc il ne restait qu'une seule voie d'action ouverte à Bush, l'invasion. Al-Qaïda et son vaste réseau de soutien international ont juré de mener leur guerre sainte contre l'Occident. Mais les attaques du 11 septembre ont dynamisé l'effort de contre-terrorisme de l'Occident, stimulé par un public américain à la fois outré par ce qui s'était passé et craignant que cela ne se reproduise. Par conséquent, Al-Qaïda s'est plutôt généralement préparé pour l'inévitable confrontation avec les forces américaines et leurs alliés lorsqu'ils sont venus en Afghanistan. Ce jour était le 7 octobre 2001. L'opération Enduring Freedom a commencé par une massive frappe de missiles de croisière pour attaquer des cibles de haute priorité. Les bombardiers américains ont lancé des attaques depuis Diego Garcia et les porte-avions dans la mer d'Arabie, avec d'autres missiles déployés par les navires de surface et sous-marins américains et britanniques. De plus, un bombardier furtif B-2 Spirit a effectué une mission gigantesque de 44 heures depuis sa base au Missouri. La mission de bombardement la plus longue de l'histoire, les B-52 américains ont également déversé des centaines de bombes MK-82 de 226,8 kg sur divers camps d'entraînement terroristes et positions talibanes fortifiées, les anéantissant dans une terrible démonstration de force. Alors que les frappes commençaient en début de soirée en Afghanistan, il était 13 heures à Washington lorsque le président George W. Bush s'est adressé au peuple américain. Citation de George W. Bush et trouvez l'audio original. C'est préférable, mais je l'enregistrerai au cas où vous ne pourriez pas. Sur mes ordres, l'armée des États-Unis a commencé des frappes contre les camps d'entraînement terroristes d'Al-Qaïda et les installations militaires du régime taliban en Afghanistan. Ces actions soigneusement ciblées visent à perturber l'utilisation de l'Afghanistan comme base d'opérations terroristes et à attaquer la capacité militaire du régime taliban. Il y a plus de 2 semaines, j'ai donné aux dirigeants talibans une série d'exigences claires et spécifiques. Fermez les camps d'entraînement terroristes, remettez les dirigeants du réseau Al-Qaïda et renvoyez tous les ressortissants étrangers, y compris les citoyens américains, injustement détenus dans votre pays. Aucune de ces exigences n'a été satisfaite, et maintenant les talibans vont payer le prix. Quelques heures après le début des opérations, Oussama Ben Laden a envoyé une vidéo à la chaîne de nouvelles arabes Al Jazeera, une chaîne de nouvelles que l'Occident allait très bien connaître, au cours des années à venir. Dans la vidéo, il a fait l'éloge des martyrs qui avaient perpétré les attaques du 11 septembre et a proclamé que l'Amérique avait été frappée par le tout-puissant Dieu. Les analystes du renseignement qui ont examiné la vidéo, espérant extraire les informations les plus minimes sur la localisation de Ben Laden, ont finalement conclu que la vidéo avait été préenregistrée et était donc de peu d'utilité à cet égard, le chef d'Al-Qaïda justifiant sa réputation d'insaisissable. Parmi les cibles touchées lors de la première vague figurait un quartier général des talibans en Afghanistan, un quartier général des talibans à Kandahar et l'aéroport local.
Mais peut-être que l'attaque la plus significative en ce qui concerne le Mollah Omar était la tentative sur sa vie. Les détails exacts de ce qui est arrivé à Omar sont contestés, mais il a été soit blessé chez lui à Kandahar, soit lors d'un déplacement en convoi en partant de chez lui, anticipant que l'attaque allait arriver. Dans ce dernier cas, l'attaque a impliqué la première utilisation d'un drone pour tirer un missile en direct dans un combat. Quoi qu'il en soit, Omar a été blessé, tandis que son fils de 10 ans a été tué chez lui. Omar a ensuite disparu dans la nature afghane avec ses partisans, d'où ils ont coordonné la réponse qu'ils pouvaient aux envahisseurs occidentaux et à l'Alliance du Nord revigorée. Sous un intense parapluie d'avions de combat, des équipes de forces spéciales ont commencé à traverser la frontière vers l'Afghanistan en masse, presque totalement sans opposition, puis ont pris contact avec les alliés anti-talibans. Au cours des prochains jours, ces équipes seraient en mesure d'atteindre la frontière, et elles seraient en mesure d'atteindre la frontière, mais aiderait à l'Alliance du Nord et d'autres à obtenir une série de défaites des talibans, bien qu'ils ne participent que rarement eux-mêmes au combat, coordonnant plutôt la puissance aérienne de la coalition pour briser le dos des combattants des talibans. Une semaine après le lancement de l'opération Enduring Freedom, Mullah Omar a fait une annonce étonnante. Le 14 octobre 2001, il a proposé de commencer des négociations avec l'Occident pour remettre Oussama Ben Laden à une tierce partie, comme l'Arabie saoudite, qui pourrait alors le livrer aux États-Unis pour être jugé. Cependant, cette offre comportait une mise en garde. Il a insisté pour que les États-Unis fournissent aux talibans des preuves prouvant que Ben Laden était derrière les attaques du 11 septembre. En regardant en arrière les négociations similaires entreprises par les talibans avec les émissaires saoudiens avant 2001 sur la question de l'extradition de Ben Laden, qui n'ont abouti à rien, et avec les opérations de combat déjà en cours, l'offre des talibans a été rejetée. Plus au sud, le 20 octobre, des équipes de Rangers et de forces spéciales de l'armée américaine ont été parachutées ou héliportées dans la province de Kandahar et se sont rendues à plusieurs endroits clés des talibans où elles ont utilisé des méthodes de guerre psychologiques pour effrayer les défenseurs. Baptisée Opération Rhino, l'objectif était de détruire toutes les forces talibanes dans la région, de recueillir des renseignements et d'évaluer la convenance de la région pour une future base aérienne. Au total, l'opération a duré environ 5h30 et avec le soutien des canonniers AC-130 en orbite, qui faisaient pleuvoir la mort d'en haut, les forces américaines n'ont subi que des pertes mineures. Tandis que tactiquement, les résultats étaient considérés comme quelque peu mitigés. D'un point de vue psychologique, c'était une victoire majeure contre les talibans, la province de Kandahar étant le foyer ancestral de nombreux membres des hautes sphères de l'organisation. Les États-Unis avaient prouvé qu'ils pouvaient en frapper n'importe où en Afghanistan en toute impunité, même au cœur des talibans, et apporter une fiabilité excessive. Même ceux qui étaient assez âgés pour avoir combattu les soviétiques dans les années 1980 étaient stupéfaits de l'efficacité des tactiques américaines. Au même moment où les Rangers frappaient la province de Kandahar, une autre équipe des forces spéciales avait été insérée près de la base aérienne de Bagram, avec pour ordre de se lier à l'Alliance du Nord. Ayant établi des contacts avec leurs alliés anti-talibans, l'équipe des forces spéciales a établi un point d'observation au sommet de la tour de contrôle de la base, d'où ils pouvaient observer les positions des talibans au sol. Les forces américaines ont aussi visé les plaines de Shemali. Pendant presque 4 semaines, les forces spéciales ont dirigé les avions de guerre de l'US Air Force et de la Navy vers les cibles talibanes, les affaiblissant tandis que l'Alliance du Nord se préparait à une offensive sur Kaboul. Les forces de l'Alliance du Nord ont commencé leur attaque sur la ville le 13 novembre et ont fait des progrès rapides contre les forces talibanes, dépassant même les projections les plus optimistes sur la façon dont la bataille se déroulerait. Telle était l'efficacité des forces américaines sur les 2 cibles talibanes. Les forces américaines ont efficacement frappé 2 cibles talibanes, puis sont entrées à Kaboul le lendemain avec peu de résistance. Les talibans survivants se sont réfugiés vers leur fief ancestral, la province de Kandahar, considérée par beaucoup comme leur dernier bastion. Tora Bora, qui signifie grotte noire dans la langue pachtoune des talibans, n'est pas une grotte, mais plutôt un immense complexe de grottes s'étendant à travers les montagnes blanches dans l'est de l'Afghanistan. Le commandement des opérations de la CIA en Afghanistan a été confié à Gary Bernson, qui travaillait au centre de lutte contre le terrorisme de la CIA à Washington, et il était certain qu'Oussama Ben Laden, son cercle intime, et de nombreux combattants talibans feraient leur dernier bastion dans les grottes de Tora Bora. Fin novembre et début décembre 2001,
la CIA et les forces spéciales américaines ont commencé à préparer un assaut sur le complexe de Tora Bora, mais le plan impliquait l'utilisation de troupes de l'Alliance du Nord et d'un certain nombre de forces afghanes locales. Le 13 novembre, les forces américaines et les milices afghanes ont attaqué la ville, faute de forces spéciales suffisantes pour couvrir toutes les sorties si leur cible tentait de s'échapper. Bernson a exprimé son inquiétude sur l'usage de tels groupes de milices. Selon lui, ces miliciens n'étaient pas exactement impatients de s'impliquer dans les combats contre les talibans et Al-Qaïda, même avec la promesse du soutien américain. De plus, il y avait toujours le soupçon que beaucoup d'entre eux éprouvaient des sympathies pour Ben Laden et Mullah Omar, ce qui pourrait, sous le couvert des talibans, être une menace pour l'armée américaine. Les forces américaines étaient également susceptibles de compromettre l'opération. À partir du 3 décembre, les B-52 de l'armée de l'air américaine ont lancé de puissantes frappes aériennes contre les complexes de grottes, alors que les forces spéciales américaines, britanniques et allemandes avançaient, soutenues par les forces de l'Alliance du Nord. D'ici le 5 décembre, ils avaient sécurisé une grande partie du territoire autour de la base des montagnes, mais les combattants d'Al-Qaïda ont opposé une résistance farouche depuis leur position fortement fortifiée avec des mitrailleuses et des grenades propulsées par roquettes. La bataille de Tora Bora impliquait les forces spéciales américaines. On combattu la bataille de Tora Bora. Le combat serait conclu le 17 décembre grâce en grande partie à la puissance des frappes aériennes américaines. Plus de 200 Al-Qaïda ont été tués, mais Oussama Ben Laden était introuvable. Avec l'aide de ses aides, il s'était enfui au Pakistan voisin, ce qui remettait en question l'efficacité du nouveau soutien pakistanais à l'opération américaine en Afghanistan, puisque leur armée était censée couper la route à Ben Laden s'il tentait d'entrer dans le pays par les montagnes blanches. Alors que la bataille autour de Tora Bora faisait rage, le 5 décembre 2001, le Mollah Omar a transféré le commandement des talibans au Mollah Obeidullah avant de disparaître dans la campagne. Sous son leadership, il avait fait des talibans bien plus qu'un autre gang armé dans la guerre civile afghane pour devenir une faction militaire majeure, puis finalement le gouvernement de facto dans le pays ravagé par la guerre, pour que tout soit détruit en moins de 2 mois en représailles à son soutien au terrorisme international. Ce qui lui est arrivé après le transfert de pouvoir reste un sujet controversé. On sait qu'il s'est caché dans la province de Zabul, en Afghanistan, restant avec l'un de ses anciens gouverneurs provinciaux, tandis que beaucoup de ses femmes et enfants se sont réinstallés au Pakistan. Il a eu des contacts peu fréquents avec les talibans, après 2001, n'envoyant que des messages et des enregistrements audio avec des instructions à Obeidullah et à ses partisans sur la manière de se comporter face aux troupes de la coalition dirigées par les Américains dans leur pays. Chassés de la capitale, leurs forces écrasées et en désordre, les forces américaines et de la coalition construisent des bases militaires dans leur pays. Il y avait ceux au sein des talibans qui ne voyaient aucun avenir à continuer le combat et suggéraient plutôt qu'ils trouvent un moyen de négocier un accord de paix ou de s'échapper au Pakistan. Divisés, les 2 options ont été poursuivies, intentionnellement ou non, alors que les derniers bastions des talibans, qui sont maintenant encerclés dans la province de Kandahar, ont dû faire face à la réalité de leurs difficultés. Obeidullah s'est rendu aux forces de l'Alliance du Nord, quelque part pendant la période du Nouvel An. Toutefois, sa détention n'a pas duré. Il a été libéré suite à un accord d'amnistie. On pensait qu'une telle offre d'amnistie aux talibans restants les encouragerait à déposer les armes, mais beaucoup d'entre eux ne faisaient pas confiance à l'Alliance du Nord, s'attendant à subir des représailles brutales pour les actes qu'ils avaient perpétrés dans la guerre en cours dans le Nord avant octobre 2001. C'était particulièrement préoccupant pour le nombre de combattants étrangers chez les talibans, pour qui la reddition était impensable. Ainsi, la seule véritable option qui leur restait était de chercher refuge dans la zone tribale du Pakistan voisin, située le long de la frontière avec la patrie. Là-bas, ils avaient des partisans non seulement parmi les tribus locales, mais aussi au sein même du gouvernement pakistanais. Un secret d'une alliance pour permettre à l'armée de l'air pakistanaise de commencer à évacuer de nombreux membres des talibans hors du pays avec le début fin novembre 2001. À la fin de 2001, les talibans avaient presque été déclarés comme étant hors de votre pays, mais les talibans ont commencé à être vaincus en Afghanistan, avec seulement quelques poches de résistance dispersées, le reste ayant capitulé ou fui. La rapidité avec laquelle les talibans ont été vaincus a surpris beaucoup de ceux impliqués dans les étapes de planification de l'opération Enduring Freedom, en particulier à la CIA, qui prévoyait que les forces américaines et alliées seraient engagées dans un long effort de contre-insurrection pour atteindre leurs objectifs. Entre octobre 2001 et mars 2002, moins de 100 soldats américains avaient été tués.
comparativement à des milliers de talibans. Cependant, l'expérience passée leur avait appris que c'était la période la plus cruciale à venir. L'Afghanistan allait maintenant devoir se reconstruire après des années de décadence et de violence sous les talibans, ce qui signifiait installer un nouveau gouvernement et fournir une force de sécurité internationale pour maintenir la paix, pendant que ce gouvernement s'affirmait. Le 12 décembre 2001, les talibans ont réussi à prendre le contrôle de l'Afghanistan et le 22 décembre 2001, Hamid Karzai a été nommé nouveau président de l'Afghanistan. Éduqué en Inde et chef du peuple Papalzai, il les a menés dans une révolte ouverte contre les talibans lors du commencement de la liberté durable et a donc été considéré comme un choix idéal pour un poste intérimaire de président. Initialement sollicité pour servir pendant 6 mois seulement, son mandat a été prolongé par le biais d'élections, lui permettant de rester en fonction pendant près de 13 ans, et il est donc devenu l'une des figures les plus importantes de la politique interne de l'Afghanistan à l'ère post-taliban. Néanmoins, l'Afghanistan demeurait un pays divisé, avec des loyautés douteuses dans plusieurs secteurs, notamment en sécurité et défense. Ainsi, les États-Unis et l'OTAN ont créé la Force internationale d'assistance à la sécurité, ou ISAF, suite à la résolution 1386 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La mission principale de l'ISAF était de former et d'équiper la nouvelle garde nationale afghane, qui était la première du genre. Les États-Unis et l'OTAN ont également été formés en Afghanistan, et les États-Unis et l'OTAN ont été formés en Afghanistan pour combattre les insurgés talibans restants dans le pays et aider à sécuriser le nouveau gouvernement contre les seigneurs de guerre, les bandits et beaucoup des combattants étrangers qui s'entraînaient en Afghanistan au moment de l'invasion américaine. Cependant, très rapidement, l'ISAF a réalisé qu'elle allait devoir être beaucoup plus impliquée à cet égard. Plus de 90% des forces de l'ISAF provenaient de l'OTAN et de pays alignés sur les États-Unis comme l'Australie et la Corée du Sud. Seuls les États-Unis et l'OTAN formaient des troupes en Afghanistan. Cependant, très rapidement, l'ISAF a pu prendre le contrôle de la région. Avec une force totale d'environ 5000, ces troupes, bien sûr, n'incluent pas la vaste présence militaire américaine, qui a continué à mener sa campagne militaire dans la région dans le cadre de sa guerre contre le terrorisme. Le quartier général de l'ISAF a été formé à Kaboul par la 3e division mécanisée britannique en décembre 2001 sous le commandement du général John McCall, qui resterait le commandant des forces embryonnaires jusqu'à ce qu'il soit remplacé 4 mois plus tard par le lieutenant-général Hilmi Akinzoglu de l'armée turque. Au cours des années à venir, la zone de responsabilité de l'ISAF s'agrandirait, alors qu'elle étendait ses opérations pour couvrir davantage de provinces, alors que le gouvernement de Kazi cherchait à établir fermement sa position. Les troupes de l'ISAF se sont jointes à leurs homologues de l'armée nationale afghane pour nettoyer les villes et les villages des insurgés, ainsi que pour sécuriser les voies de transport, mais parfois, les troupes de l'ISAF trouvaient leur situation de plus en plus frustrante. Les troupes afghanes souffraient souvent de faibles niveaux de discipline et d'un désintérêt général pour la cause pour laquelle elles s'étaient engagées à combattre, l'ancienne méfiance envers le gouvernement de Kaboul se manifestant souvent. Il y avait ceux qui se méfiaient des forces occidentales qui semblaient occuper leurs terres et étaient donc enclins à la radicalisation. Opérant derrière les barrières protectrices et les défenses établies par la FIAS, ces hommes pouvaient faire beaucoup de dégâts simplement en retournant leurs fusils contre les troupes qui les avaient formés. Il y avait aussi le risque constant d'amical, feu dans le tableau tactique souvent complexe de l'Afghanistan, comme celui qui a eu lieu le 17 avril 2002 lorsqu'un F-16 de l'US Air Force a bombardé par erreur des troupes canadiennes à la ferme Tarnak, un ancien complexe des talibans. Un incident encore plus mortel a eu lieu 3 mois plus tard, le 1er juillet 2002, lorsque des avions américains ont bombardé un mariage au nord de la ville de Kandahar. Le 30, dont des enfants, et a été attribué aux invités tirant avec des AK-47 Abdul Qadir, a été assassiné par des hommes armés avec son gendre, tandis que le 5 septembre, une voiture piégée a tué 30 personnes lorsqu'elle a explosé devant le bâtiment du ministère de l'Information et de la Culture. Cependant, les États-Unis ont considéré ces actes comme ceux des restes des talibans et qu'avec le temps, la situation se stabiliserait et les forces de Kazi nettoieraient tous les combattants restants. Washington planifiait déjà à ce moment sa prochaine grande campagne, cette fois dans le golfe Persique contre l'Irak de Saddam Hussein. Mais ceux qui croyaient que les talibans étaient finis étaient sur le point de recevoir une rude prise de conscience. Les talibans qui s'étaient échappés au Pakistan ne sont pas restés inactifs
en regardant leurs émirats islamiques être remodelés par les pays occidentaux et le gouvernement quasi. Cependant, ils savaient aussi qu'ils n'étaient en aucun cas prêts à riposter, même s'ils se lançaient dans une guerre contre les talibans. Ils se sont lancés dans une petite insurrection avec des actes terroristes. Ils ont donc plutôt commencé à renforcer leur infrastructure de soutien tout au long de 2002 en accumulant des armes et en recrutant de nouveaux combattants financés par leur implication dans le lucratif commerce de l'opium en Afghanistan. La campagne de recrutement des talibans a reçu un coup de pouce majeur lorsque les forces américaines et britanniques ont commencé leur controversée invasion de l'Irak le 20 mars 2003. L'invasion a provoqué la colère de nombreux Afghans ordinaires, et les forces militaires et militaires des talibans ont pu riposter. La sécurité autour des structures occidentales, y compris les nombreuses ambassades réouvertes dans le pays, a été intensifiée. Peu de temps après, le 28 mars, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté pour prolonger la mission sur place pour une autre année afin d'aider aux élections locales. Dans la propagande des talibans, cet acte était présenté comme une occupation continue plutôt qu'une mission d'assistance au peuple afghan. Les attaques contre les troupes américaines et de l'ISAF, et même contre les travailleurs humanitaires, ont donc régulièrement augmenté. En 2003, et dans une interview accordée à la BBC, le commandant taliban senior Mullah Dadullah a annoncé que les talibans revenaient d'entre les morts pour mener leur guerre contre les chrétiens et les juifs qui avaient envahi leur patrie, et ils ne s'arrêteraient pas tant qu'ils n'auraient pas été expulsés. Les combattants talibans étaient audacieux dans leur lutte pour le contrôle du pays au début des années 1990, le 6 avril 2003 environ. 50 combattants talibans ont attaqué un poste de contrôle contrôlé par le gouvernement dans la ville de Kaboul, et les combattants talibans ont été tués. Les combattants talibans ont été capturés au poste de contrôle dans la province de Zabul, ce qui a conduit à 3 des troupes sur place à être blessés avant que les talibans ne prennent la fuite, craignant qu'une bataille prolongée n'attire la colère de la puissance aérienne de la coalition. Le lendemain, un grand balayage de la zone a abouti à la capture de 20 combattants talibans, mais le reste a réussi à s'échapper. Les forces américaines ont commencé une grande opération de recherche de hauts membres talibans, agissant sur toutes les informations qu'elles pouvaient trouver. Aux États-Unis, les troupes ont fouillé chaque maison de la province de Helmand pour des munitions et des armes, ce qui a échoué à le produire et a perturbé de nombreux locaux, aggravant souvent leurs relations avec les troupes occidentales. Cette relation était déjà tendue, avec encore plus de civils pris dans les combats, avec les talibans ressurgissants. Un cas typique s'est produit le 9 avril 2003 lorsque les troupes de la coalition ont demandé un soutien aérien rapproché du corps des Marines des États-Unis et un AV-8B Harrier II a largué une bombe guidée par laser qui s'est écartée de ses cibles prévues et a frappé une maison, tuant 11 personnes à l'intérieur. Pour les États-Unis et la coalition de l'ISAF, c'était un désastre. Pour les talibans, c'était un coup de PR. Durant l'été, les escarmouches augmentaient avec les talibans menant des attaques rapides contre les forces de la coalition. Le terrorisme a également fait son apparition dans les villes et villages, les voitures piégées devenant une menace majeure à chaque point de contrôle et marché. Il y avait aussi les préoccupations concernant la frontière avec le Pakistan, qui semblait presque complètement ouverte pour que les talibans puissent aller et venir sans être inquiétés, tandis qu'à certains moments, des miliciens pakistanais pro-talibans se joignaient à la lutte contre les troupes du gouvernement afghan. Il y a eu de nombreuses réunions entre le gouvernement de Kazi et le gouvernement de Musharraf pour essayer de résoudre de nombreux problèmes concernant la frontière, mais souvent, ces réunions n'ont abouti à pas grand-chose. Il y avait tout simplement trop de méfiance de chaque côté. Le gouvernement de Kazi, par exemple, se souvenait qu'avant septembre 2001, le Pakistan était le plus grand repère des talibans, et on pouvait soutenir qu'il l'était toujours. Musharraf, d'autre part, avait accusé les troupes de Kazi d'incursion au Pakistan et avait également exigé que près de 900 Pakistanais détenus par le gouvernement afghan pour diverses accusations soient libérés. Pendant ce temps, les combats en Afghanistan posaient de nombreux problèmes aux forces de la coalition, dont beaucoup étaient encore formés et équipés pour mener une guerre conventionnelle, comme celle contre l'armée irakienne de Saddam Hussein. L'utilisation croissante d'engins explosifs improvisés, ou IED, contournait souvent les avantages technologiques dont bénéficiaient les troupes de la coalition, de nombreux pays ayant dû adapter leurs véhicules pour mieux protéger les troupes à l'intérieur. La nécessité d'une précision extrême dans les frappes aériennes pour éviter que davantage de civils ne soient tués a également vu le développement rapide de nouvelles nacelles de ciblage, dotées de fonctions de zoom beaucoup plus importantes que celles que de nombreux pays ont déployées en Afghanistan. Le combat n'était pas non plus uniquement confiné à l'utilisation de drones, mais avec la résurgence des talibans.
La mission de traquer les membres d'Al-Qaïda et de détruire les camps terroristes a persisté. Il y avait aussi le problème séculaire de la violence factionnelle que l'ISAF et les troupes du gouvernement afghan avaient pour mission de réprimer. Pourtant, malgré la dégradation de la situation sécuritaire, à la fin de 2003, à ce stade précoce de l'histoire de l'Afghanistan post-11 septembre, les choses semblaient prometteuses pour le pays à long terme. Ils avaient vu une série de changements économiques, structurels et culturels visant à améliorer leur position et, espérons-le, à détourner le soutien des talibans. De la nourriture, de l'aide et de l'argent étaient versés dans le pays depuis l'étranger. Des élections étaient organisées pour la première fois et les femmes avaient plus de droits que jamais, retournant à leur éducation et sur le lieu de travail. Elles avaient même leurs propres émissions de radio dédiées où les problèmes féminins étaient abordés ouvertement par les femmes. Mais bien sûr, comme cela avait été prouvé auparavant dans l'histoire de l'Afghanistan, de tels changements n'étaient pas acceptés par tout le monde, et donc beaucoup de gens étaient forcés de choisir entre le nouvel Afghanistan ou le monde qu'ils avaient reconnu toute leur vie auparavant. S'ils choisissaient ce dernier, alors les talibans étaient la voie à suivre. Après le 11 septembre, le président Bush a déclaré catégoriquement que si des pays comme le Pakistan n'étaient pas avec eux pour avancer dans leur guerre contre Al-Qaïda, alors ils étaient contre eux. Et c'était un avertissement que le président Musharraf a pris très au sérieux. Le Pakistan savait que son histoire avec les talibans et les groupes terroristes islamiques en ferait une cible de choix pour les États-Unis dans la guerre contre le terrorisme s'ils ne se soumettaient pas à la volonté d'une population américaine vengeresse. Mais comme Musharraf l'a expliqué à son peuple lorsqu'il a publiquement pris parti pour l'Amérique, ce n'étaient pas les bombes américaines qu'il craignait, mais plutôt les bombes indiennes. Pour comprendre la position du Pakistan dans le dernier chapitre de son histoire, nous devons d'abord examiner la position du Pakistan dans la région après l'indépendance de la Grande-Bretagne. Le Pakistan est né des régions majoritairement musulmanes de ce qui était la frontière nord-ouest de l'Inde britannique. L'Inde, quant à elle, était majoritairement hindoue lors de sa création, mais un conflit a rapidement éclaté au sujet de la région du Cachemire, qui était majoritairement musulmane, mais dont une grande partie se trouvait sur le territoire indien. Ce conflit persiste depuis lors et a dégénéré en conflit armé entre les deux pays, soit directement, soit par procuration, à plusieurs reprises. L'Inde a toujours possédé un avantage écrasant en termes de main-d'œuvre par rapport au Pakistan, ce qui a conduit le Pakistan à emprunter deux voies plutôt dangereuses pour contrer son vieil ennemi. Le plus alarmant de ces chemins pour l'Ouest était son programme d'armes nucléaires, qui non seulement a provoqué une course aux armements nucléaires avec l'Inde, menaçant davantage la paix dans la région, mais a également donné au monde islamique ses premières armes nucléaires, et il y avait toujours la peur qu'à partir du Pakistan, des pays comme l'Iran puissent également l'être, devenir nucléaires. L'autre chemin était de soutenir les groupes terroristes anti-Inde, en particulier ceux de la région du Cachemire, où ils pouvaient mener une campagne contre les forces de sécurité indiennes. Ces groupes terroristes étaient souvent aidés par l'agence de renseignement interservices du Pakistan, connue sous le nom de ISI. L'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan dans les années 90 leur a donné les moyens de former ces groupes terroristes en plus grand nombre, dont beaucoup avaient également des agendas anti-occidentaux. Maintenant, bien sûr, dans le monde post-11 septembre, ce n'était plus une option. Et le Pakistan s'est engagé dans une sorte d'effort de contrôle des dégâts en termes de sa place avec les États-Unis, qui étaient heureux d'accepter leur aide pour combattre Al-Qaïda. Si le Pakistan ne coopérait pas, alors sûrement serait vers les Américains et une alliance américano-indienne pourrait être un désastre pour le Pakistan. Cependant, les dirigeants pakistanais et l'ISI ne pouvaient pas simplement abandonner leurs anciens alliés terroristes. Ils ne pouvaient littéralement pas. Dans la zone tribale administrée par le gouvernement fédéral du Pakistan, dans le nord-ouest du pays, vivaient de nombreux Pashtuns pakistanais qui soutenaient les talibans afghans et Al-Qaïda lorsqu'ils étaient chassés de l'autre côté de la frontière par les États-Unis et leurs alliés. Devant prouver leur loyauté, le Pakistan a mené plusieurs opérations militaires pour arrêter des suspects terroristes connus et les remettre aux États-Unis. Mais cela a provoqué l'indignation de nombreux habitants de la région, entraînant des émeutes et des actes de terreur contre les autorités pakistanaises. En même temps, certains au sein de l'armée pakistanaise et de l'ISI étaient conscients de l'utilité d'avoir un certain degré de contrôle sur les militants qui avaient fui l'Afghanistan, et ont donc gardé un œil sur beaucoup d'entre eux, et même les ont hébergés sans que les États-Unis le sachent. On découvrira plus tard, par exemple, que les agents de l'ISI savaient très bien qu'Oussama Ben Laden lui-même se cachait au Pakistan et aurait pu le livrer aux Américains bien avant 2011.
Le principal point de vue de l'ISI était que, selon eux, la guerre américaine en Afghanistan allait être une affaire de courte durée, et une fois qu'ils seraient satisfaits, une fois qu'ils auraient obtenu leur revanche pour le 11 septembre, ils plieraient bagages et rentreraient chez eux. Cela laisserait le Pakistan dans la position précaire d'avoir tourné le dos à leurs alliés terroristes traditionnels tout en poursuivant sa guerre chaude et froide avec l'Inde après que l'Amérique se soit retirée depuis longtemps. Par conséquent, certains au sein de l'ISI pensaient qu'ils pourraient simplement attendre la fin de l'intervention américaine en Afghanistan, puis les choses reviendraient à la normale, leur permettant de se concentrer sur l'Inde. Cependant, la résurgence des talibans afghans a mis fin à cette croyance, et il était clair pour tous que le combat allait être une longue et sanglante bataille. De plus, un taliban pakistanais a également émergé durant cette période, et en plus de soutenir leurs voisins, voulait que le Pakistan suive l'interprétation de la loi islamique des talibans pour gouverner le pays, ce qui a conduit à plus de combats dans les zones tribales. Le président Bush et son cabinet ne pouvaient ignorer l'importance de cette région dans le combat en cours en Afghanistan. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas engager des troupes et des avions de combat pour lutter dans la région sans étendre davantage la guerre, voire même s'impliquer dans une guerre conventionnelle avec l'armée pakistanaise. Par conséquent, un compromis a été trouvé avec une plus grande coopération entre les services de renseignement et de sécurité américains et pakistanais pour traquer les suspects terroristes connus. Une fois localisés, s'ils ne pouvaient être appréhendés au sol, ils seraient tués par une attaque aérienne à l'aide de véhicules aériens de combat sans pilote contrôlés par la CIA. C'était le début de la guerre des drones. Le 18 juin 2004, le leader djihadiste pakistanais Nek Mohammad Wazir a été tué dans ce qui est crédité comme la première frappe de drone américaine au Pakistan. Wazir avait travaillé avec les talibans avant 2001 et avait facilité des camps d'entraînement au Pakistan pour les volontaires des talibans et d'Al-Qaïda. Il allait ensuite combattre les troupes de la FIAS de l'autre côté de la frontière. Cependant, il n'était pas seul lorsqu'il a été tué. Et parmi son groupe, lorsque le drone a attaqué, se trouvaient 2 de ses enfants, qui sont également morts. Au cours des mois suivants, l'utilisation de drones pour perturber les cellules terroristes opérant au Pakistan a considérablement augmenté. Dans les médias occidentaux, les frappes de drones étaient présentées comme une nouvelle forme d'opération plus propre, capable d'attaquer avec une précision chirurgicale. Cependant, sur le terrain, ce n'était pas toujours le cas, car les cibles se cachaient souvent parmi de grandes populations de civils, ou se trouvaient près de caches d'armes qui exploseraient, envoyant des munitions enflammées à travers la campagne. Néanmoins, les frappes de drones avaient un impact majeur sur l'insurrection militante en Afghanistan, et encouragé par cela, Bush a ordonné une augmentation de leur utilisation. De même, cependant, il déstabilisait sérieusement le paysage politique au Pakistan, car malgré l'autorité générale accordée aux États-Unis, les frappes étaient extrêmement impopulaires parmi les groupes ethniques du Pakistan et leurs dirigeants politiques, ce qui mettait la pression sur Musharraf pour les annuler. Les dirigeants pakistanais ont rapidement commencé à s'opposer aux frappes, en particulier lorsque des victimes civiles étaient impliquées. Les tribunaux au Pakistan les ont qualifiés de crimes de guerre et ont exigé qu'ils soient arrêtés, mais les États-Unis ont repoussé cela, affirmant qu'ils avaient le droit d'agir en légitime défense. Ainsi, malgré l'opposition, les frappes ont continué et resteront l'un des aspects les plus controversés de toute la saga du conflit en Afghanistan. Cela a irrité beaucoup de gens au Pakistan, qui avaient déjà des sympathies pour la position des talibans, et on a soutenu que les frappes et le refus des États-Unis de les arrêter ont fourni un cri de ralliement pour plus de volontaires pour combattre avec les talibans. Pour l'ISI, cependant, les frappes avaient une autre utilité, et c'était d'éliminer les membres des talibans, qui étaient réticents à coopérer avec eux. Au fur et à mesure que la décennie avançait, l'ISI et beaucoup dans les hautes sphères du Pakistan craignaient maintenant que Kazi, qui était naturellement méfiant envers le Pakistan, étant donné le soutien précédent aux talibans, puisse être celui qui se tournerait finalement vers l'Inde pour obtenir du soutien une fois que l'ISAF se serait retiré. Cela affecterait considérablement le tableau stratégique pour le Pakistan, et donc garder quelques combattants talibans prêts à initier un changement de régime à Kaboul pourrait leur être utile. Mais l'ISI jouait un jeu dangereux en conséquence. Et a apporté avec lui un changement de stratégie pour le conflit en Afghanistan. Obama avait fait campagne en affirmant que le conflit en Afghanistan était en train d'être perdu à cause de 2 facteurs principaux. Le premier
étant que les combats en Irak avaient largement distrait les politiciens et le public américain en général de la situation en Afghanistan, qu'ils considéraient comme étant le plus urgent des deux conflits en ce qui concerne la sécurité nationale des États-Unis. Cette distraction signifiait que selon lui et selon l'avis de nombreux de ses généraux, l'Afghanistan ne recevait pas les troupes et les ressources nécessaires pour sécuriser le pays contre les talibans et Al-Qaïda. Deuxièmement, le conflit ne semblait pas avoir d'objectif clairement défini que les États-Unis et leurs partenaires de la coalition pourraient viser, et en tant que tel, était de plus en plus perçu comme une guerre sans fin. La frustration aux États-Unis et dans plusieurs pays de l'OTAN face à la situation a ensuite été alimentée par des allégations de corruption au sein du gouvernement de Karzai, entravant la croissance économique de l'Afghanistan, tandis qu'en même temps, l'armée nationale afghane semblait se contenter de laisser les forces de la coalition faire une grande partie des combats. Il y avait aussi le problème croissant des membres de l'armée nationale afghane qui retournaient leurs armes contre la coalition depuis leur propre base, après avoir été convaincus par la propagande fondamentaliste islamique. Malheureusement pour Obama, la recherche de solutions à ces problèmes l'a vu engagé dans une sorte de tir à la corde entre ses commandants militaires supérieurs et les membres de son propre cercle intime à la Maison-Blanche. Son vice-président Joe Biden, qui regrettait à ce moment-là sa décision de voter en faveur de l'action militaire en Irak, était particulièrement hésitant à accepter les demandes du général américain pour l'envoi de 30 000 soldats supplémentaires en Afghanistan, et aurait rappelé à Obama qu'il était le président et que c'était finalement à lui de décider. Au final, Obama a décidé d'envoyer 20 000 soldats supplémentaires en Afghanistan. Mais la manière dont il devait mener la guerre en cours a été modifiée, car le président américain a défini les objectifs des troupes. En tête de liste était de perturber, déloger et finalement vaincre Al-Qaïda. À cet égard, Obama a clairement indiqué que tout le reste, y compris la construction d'un nouvel Afghanistan, était potentiellement de moindre importance si le gouvernement de Karzai ne commençait pas à assumer sa part des efforts. De plus, les tactiques employées ont commencé à changer, avec une plus grande importance accordée à la protection des villes et des villages contre les attaques, plutôt qu'à la poursuite à grande échelle des talibans et d'Al-Qaïda dans la campagne. Les équipes des forces spéciales poursuivent les missions d'élimination ou de capture contre les principaux membres des deux organisations, tout en intensifiant les efforts pour encourager les combattants talibans ordinaires à venir soutenir le gouvernement de Karzai, qui venait de remporter un nouveau mandat de 5 ans lors des élections locales. Au cours des années à venir, l'utilisation de la puissance aérienne serait également réduite afin de diminuer le nombre de civils pris dans les combats, les avions mettant davantage l'accent sur les démonstrations de force, volant bas, vite et bruyamment au-dessus des combattants ennemis présumés, plutôt que de larguer immédiatement des bombes. La nécessité d'une utilisation plus prudente de la puissance aérienne a été terrifiantement démontrée le 4 septembre 2009, après que 2 pétroliers ont été détournés par les talibans sur la route sortant de Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan. Les troupes allemandes ont demandé un soutien aérien à un F-15U Strike Eagle américain qui a détruit les véhicules, tuant environ 12 combattants talibans, mais dans l'explosion qui a résulté de la frappe, on estime que jusqu'à 90 civils ont péri. Pendant ce temps, les frappes de drones se poursuivaient sans relâche au Pakistan, ce qui continuait à provoquer des troubles à Islamabad. Pour beaucoup à Washington, le Pakistan était potentiellement la menace la plus pressante, compte tenu du soutien que de nombreux membres des talibans auraient reçu de la part des services de sécurité et de renseignement pakistanais. Sur le papier, le Pakistan était toujours un allié, mais sur le terrain, parfois ce n'était pas si clair, et Obama avait fait campagne pour adopter une position beaucoup plus ferme avec Islamabad concernant Al-Qaïda, surtout à l'intérieur de leurs propres frontières. Lors des discussions tenues en février 2009 entre les États-Unis, l'Afghanistan et le Pakistan, le gouvernement pakistanais a proposé que les États-Unis leur transfèrent les drones et leur permettent de mener les frappes contre les dirigeants terroristes dans la région frontalière. Cette proposition a été rejetée, car on craignait que le Pakistan ne fournisse qu'un effort symbolique, et cela donnerait à Al-Qaïda et aux talibans un répit, tout en menaçant que la technologie des drones puisse être transmise à l'allié de longue date du Pakistan et concurrent américain, la Chine. Pendant ce temps, les combats dans le nord-ouest du pays se poursuivaient et étaient le théâtre d'une violence significative qui épuisait les effectifs de leur armée et drainait l'économie pakistanaise soutenue par l'aide américaine. Peut-être le plus grand changement en politique américaine apporté par l'administration Obama
concernait en réalité le dialogue avec les talibans, bien que initialement par l'intermédiaire de médiateurs tiers, alors que l'administration Bush avait une politique claire de non-négociation avec les terroristes ou leurs partisans. L'administration Obama, en revanche, considérait les talibans et Al-Qaïda comme des entités distinctes, et Al-Qaïda international étant la plus grande menace, il était préférable de conclure une paix avec les talibans qui pourrait finalement stabiliser la région. Il a été difficile de faire en sorte que les deux parties acceptent les pourparlers, chacune accusant l'autre d'être déraisonnable concernant les conditions de la manière dont les négociations seraient menées. Mais Obama croyait qu'une politique de porte ouverte, couplée à une armée afghane revigorée, que son gouvernement aiderait à construire, forcerait les talibans à accepter le nouvel Afghanistan et à trouver leur place au sein de celui-ci. Dans l'ère immédiatement post-11 septembre avec laquelle Bush a dû composer, cela aurait bien sûr été impensable. Telle était l'émotion qui existait dans la société américaine. Cependant, alors que le 10e anniversaire des attaques approchait, l'opinion sur la guerre en Afghanistan changeait. Les Américains en avaient assez de voir leurs troupes rentrer chez elles dans des sacs mortuaires ou de perdre leurs membres à cause d'engins explosifs improvisés. Mais il y avait aussi un dégoût croissant pour la manière dont la guerre avait été menée jusqu'à présent, qui a été encore alimenté le 25 juillet 2010, lorsque des milliers de documents classifiés ont été publiés par Wikileaks, dont beaucoup mettaient en évidence des échecs dans la planification et le renseignement qui coûtaient des centaines de vies civiles, ce qui, bien sûr, à son tour, a suscité le soutien pour les insurgés. Cependant, le travail n'était pas encore terminé, et se retirer à ce stade était impraticable, car cela aurait laissé la porte ouverte au retour au pouvoir des talibans et à la transformation de l'Afghanistan en camp d'entraînement terroriste une fois de plus. Les troupes de Kazi n'étaient pas prêtes, suscitant l'inquiétude chez de nombreux commandants de la coalition quant à leur préparation future. Puis, juste au moment où une victoire était le plus nécessaire, à quelques mois seulement du 10e anniversaire des attaques du 11 septembre, les forces américaines ont reçu des renseignements solides concernant la localisation d'Oussama Ben Laden. Il se cachait dans une maison sûre à l'intérieur d'un petit complexe à Abbottabad, au Pakistan, ce qui était non seulement connu des services de renseignement pakistanais, mais était en fait facilité, car ils pensaient pouvoir l'utiliser dans leurs relations avec les groupes extrémistes islamistes de la région. Craignant qu'il ne déménage, une opération spéciale nommée Neptune Spear a été formulée pour capturer, ou si nécessaire tuer, l'homme le plus recherché du monde. Se formant en Afghanistan, une force de près de 2 douzaines d'hélicoptères américains a pénétré dans l'espace aérien pakistanais afin de déployer des membres de la marine américaine, de l'élite SEAL Team 6 dans le complexe. Pendant l'insertion, un hélicoptère a subi un atterrissage difficile et a dû être abandonné, mais la mission a été un succès. Bien que les récits de ce qui s'est réellement passé diffèrent selon la source, Ben Laden a néanmoins été tué par les SEALs. L'ensemble de l'événement étant filmé et diffusé en temps réel aux États-Unis, où le président Obama et son personnel ont regardé sur un écran à la Maison-Blanche. C'était une victoire majeure pour l'administration, et il y avait enfin quelque chose de tangible que le peuple américain pouvait voir comme un succès dans le conflit. Mais une fois l'euphorie dissipée, de nombreuses questions inconfortables ont été soulevées. Ces questions concernaient à nouveau la fiabilité des renseignements pakistanais, et maintenant qu'il était mort, quand l'ordre serait-il donné pour que les troupes américaines et de l'ISAF se retirent? Pendant ce temps, les combats en Afghanistan continuaient. Le 5 août 2011, les États-Unis ont reçu des renseignements indiquant que l'un des principaux commandants talibans, Qari Tahir, se trouvait quelque part dans la vallée de Tanji, d'où il coordonnait des attaques terroristes et des embuscades contre les forces de la coalition. Qari Tahir était en haut de la liste des commandants talibans les plus recherchés, et donc, agissant sur la base des meilleures informations disponibles, une opération conjointe des Rangers de l'armée américaine, de l'armée afghane et des Navy SEAL a été conçue pour le capturer, ou si nécessaire, le tuer. Les Rangers de l'armée et les troupes afghanes ont été insérés à 22h58 par des hélicoptères Boeing CH-47D Chinook, qui ont ensuite récupéré l'équipe SEAL pour l'insertion. Alors que l'opération était en cours, un drone MQ-9 Predator a repéré un groupe d'hommes fuyant l'emplacement et contournant la position des Rangers. Il a donc été décidé de faire appel à des hélicoptères AH-64 Apache de l'armée et à des canonniers AC-130 de l'armée de l'air pour mettre le feu lourd sur leur position, tuant 5 combattants talibans. Pendant ce temps, un autre groupe de combattants talibans a été repéré près de l'extrémité nord de la vallée, et on soupçonnait que Qari Tahir était parmi eux.
Par conséquent, l'équipe SEAL a reçu l'instruction de les intercepter et de déterminer s'ils faisaient partie de leur nombre. À bord du Chinook portant le nom de code Extortion 1-7 se trouvaient 17 Navy SEALs, dont 15 de l'équipe SEAL, 6-5 spécialistes du soutien au combat de la Navy, 3 hommes des tactiques spéciales de l'US Air Force, 7 opérateurs des forces spéciales afghanes, un interprète afghan et un chien de travail militaire. À moins d'1 minute de la zone d'atterrissage, l'appareil a commencé à descendre en préparation à l'atterrissage et a commencé à ralentir sa vitesse aérienne. Malgré le fait qu'il volait sans aucun éclairage externe, le bruit de l'appareil a suffi pour attirer et concentrer l'attention d'un groupe de talibans cachés sur le toit d'un immeuble de 2 étages alors qu'ils passaient. À une distance de 200 mètres, les talibans ont lancé 3 grenades propulsées par roquettes sur le Chinook, dont l'une a frappé les rotors arrière de l'hélicoptère. L'appareil a chuté au sol, tuant les 38 personnes à bord, sous les yeux d'un Apache voisin qui a déclaré « Angel Down » à la radio pour informer leur commandant de l'incident. L'abattage d'Extortion 1-7 s'avérerait être la plus grande perte de vie en combat en un seul incident pour les États-Unis, surpassant même l'incident précédent de l'opération Red Wings. L'incident a suscité une controverse significative aux États-Unis et a inspiré de nombreuses théories du complot allant du plausible à l'absurde. Beaucoup se sont demandé comment les talibans ont pu réussir un tir aussi chanceux avec un RPG contre une cible en mouvement, non éclairée, la nuit. Alors que certains ont accusé les États-Unis de retenir des preuves telles que des rapports d'autopsie et des images de caméras de tir, cela a conduit certains enquêteurs à soupçonner qu'en réalité, l'appareil a été abattu par l'un des Afghans à bord, qui a retourné son arme contre les Américains et, ce faisant, a endommagé l'assemblage du rotor de l'appareil, provoquant son crash. Quoi qu'il en soit, la position officielle est que l'Extortion 1-7 a été abattue par un RPG des talibans, offrant au groupe leur plus grand coup d'éclat du conflit contre la coalition, surtout si l'on considère que certains de ceux à bord étaient de la même unité qui avait tué Osama Ben Laden. Cependant, le combattant qui prétendait avoir tiré le coup a rapidement subi des représailles. Après avoir commencé à se vanter de cela sur une radio non sécurisée, le renseignement américain a intercepté les transmissions et le 8 août, il a été localisé et tué dans une frappe aérienne par un F-16 Fighting Falcon. Quant à Kari Tahir, il a été annoncé le 22 septembre 2011 qu'il avait finalement été localisé et tué dans une frappe aérienne. « 2012 était une autre année électorale aux États-Unis, et une fois de plus, l'Afghanistan était l'un des principaux sujets de débat entre Obama et le candidat républicain Mitt Romney. L'Obama victorieux était désormais fermement sur la voie de l'établissement d'une stratégie de sortie pour les États-Unis et ses partenaires de la coalition, et a poussé quasi pour que ses propres forces commencent enfin à prendre l'initiative pour maintenir la sécurité dans son pays. En mars 2012, les diplomates américains et afghans ont commencé à travailler sur les détails de la manière dont l'armée nationale afghane commencerait à prendre le relais des troupes de la coalition. Malheureusement, les discussions ont été entachées par un tragique incident à Kandahar qui a eu lieu le 11 mars 2012. Vers 3 heures du matin ce jour-là, le sergent-chef de l'armée américaine Robert Bales a quitté le camp Belumbi à Kandahar avec un fusil, des lunettes de vision nocturne et un couvre-chef afghan traditionnel sur son uniforme, qu'il identifiait comme un soldat américain. Il a ensuite parcouru la courte distance jusqu'à un village voisin appelé Al-Kaz, où il a procédé au meurtre de 4 personnes et blessé 6 autres. Il a ensuite continué jusqu'à Najiban, où il a tué 12 autres personnes, dont un certain nombre d'enfants, avant de retourner à Belumbi, où il s'est rendu et a été arrêté. Il a été jugé pour meurtre, reconnu coupable, mais a échappé à la peine de mort, se voyant plutôt infliger une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, une sentence que beaucoup en Afghanistan ont jugée beaucoup trop clémente. Le fait que des civils soient tués dans les combats entre les insurgés et les forces de la coalition n'était pas nouveau, mais au moins la coalition avait la défense que ces morts étaient involontaires. C'était un meurtre flagrant. Le stress du combat et le trouble de stress post-traumatique ont tous deux été cités comme des facteurs dans la décision de Bales de commettre les meurtres, et cela n'a fait que renforcer l'urgence croissante pour que l'opération Enduring Freedom prenne enfin fin. À cette fin, les États-Unis et l'Afghanistan ont signé un accord de partenariat stratégique qui formalisait le transfert du contrôle des opérations militaires en Afghanistan aux forces afghanes, qui est entré en vigueur le 4 juillet 2012. Cela a permis aux forces de la FIAS de commencer lentement à réduire leur engagement dans le pays,
en se concentrant de plus en plus sur l'équipement et la formation des forces afghanes. En septembre 2014, Hamid Karzai a finalement quitté son poste de président afghan, remplacé par Ashraf Ghani. Au moment où il a quitté le pouvoir, les relations de Karzai avec l'Occident s'étaient de plus en plus tendues en raison des négociations en cours avec les talibans et des accusations de népotisme et de corruption au sein de son cabinet. Ghani, quant à lui, a dû faire face à une victoire loin d'être nette dans les sondages, et sa présidence a été marquée par l'instabilité politique et, encore une fois, par de nouvelles accusations de corruption. Malgré les appels à prolonger les opérations militaires de la coalition, le 28 décembre 2014, le président Obama a officiellement annoncé la fin de l'opération Enduring Freedom. La force internationale d'assistance à la sécurité, qui avait atteint un pic de 130 000 soldats de 42 pays, a été dissoute, et lorsque les troupes se sont retirées, une grande partie de leur équipement a été remise à l'armée nationale afghane. Les opérations de combat peuvent avoir pris fin, mais les États-Unis et l'OTAN ont continué leur programme de formation et d'équipement avec les forces afghanes, laissant un nombre nominal d'instructeurs et de conseillers dans le pays dans le cadre des opérations Freedom Sentinel et Resolute Support, respectivement. Le retrait des troupes s'est fait sans beaucoup de fanfare. Beaucoup se sont demandé ce qu'Enduring Freedom avait accompli en Afghanistan, car les talibans et Al-Qaïda représentaient toujours des menaces majeures dans le pays, et la confiance dans la capacité du gouvernement afghan à se débrouiller seul était extrêmement faible. Culturellement, l'Afghanistan s'est transformé en un pays islamique moderne, les femmes en particulier bénéficiant de plus grandes libertés et faisant même des percées en politique. Mais cela, bien sûr, n'a fait qu'alimenter la haine parmi les groupes fondamentalistes pour ce que l'Occident avait fait à leur pays autrement culturellement pur. Les frappes de drones controversées des deux côtés de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan se sont poursuivies, tout comme les opérations des forces spéciales contre les esclaves et les dirigeants clés d'Al-Qaïda. En Occident, il semblait maintenant y avoir un effort collectif pour oublier l'Afghanistan, en particulier avec des événements tels que le printemps arabe, la guerre civile syrienne et l'essor de l'État islamique. Alors que les États-Unis faisaient face à leurs prochaines élections, en 2016, ces événements dominaient les débats entre l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton et le candidat républicain Donald Trump. Mais à la Maison-Blanche et parmi les dirigeants de l'OTAN, l'Afghanistan restait une épine dans leur côté stratégique. Quand pourraient-ils enfin se laver les mains de toute cette affaire? Au moment où Clinton et Trump faisaient campagne pour la Maison-Blanche, la situation en Afghanistan avait nettement changé. Le 29 juillet 2015, un porte-parole des talibans avait déclaré publiquement pour la première fois que 2013 décédés de causes naturelles dans un lit d'hôpital à Karachi, au Pakistan. Le gouvernement afghan et les agences de renseignement occidentales pensaient que c'était le cas, en raison des incohérences dans les rapports sur ses activités et les déclarations qui étaient censées avoir été transmises de sa part, mais qui n'ont jamais réellement été prononcées par lui. Cependant, le lendemain, la déclaration a été modifiée pour dire que bien qu'il soit mort, il n'était pas mort au Pakistan, ni n'y avait été enterré, probablement pour éviter toute question gênante pour les autorités pakistanaises. Akhtar Mansour, qui a également adopté le titre de commandeur des croyants, l'a remplacé en tant que leader suprême des talibans. Mansour a promis de continuer le combat contre les forces occidentales et le gouvernement afghan, mais a présidé un taliban de plus en plus divisé, dont beaucoup n'étaient pas satisfaits des pourparlers de paix qui commençaient à avoir lieu entre eux et les États-Unis. En fait, un nombre croissant de talibans estimaient que l'organisation avait perdu son chemin, et des factions ont commencé à se diviser, certaines d'entre elles accusant même Mansour d'avoir assassiné Omar pour prendre le pouvoir. Au sein des rangs de certaines de ces factions, l'opinion grandissait qu'il devrait maintenant s'aligner avec l'État islamique opérant en Irak et en Syrie, car il représentait le djihad islamique radical, contre les non-croyants qu'ils souhaitaient embrasser dans leur propre pays. Ainsi est né le groupe terroriste connu sous le nom d'ISIS-K, le K faisant référence à Khorasan, se référant à la région du Khorasan qui englobe historiquement des parties de l'Afghanistan, du Pakistan, de l'Iran et plus loin en Asie centrale. Le premier leader d'ISIS-K, Hafiz Khan, est issu des talibans pakistanais et a recruté de nombreux hommes talibans dépossédés des deux côtés de la frontière. Ainsi, leur lutte ne viserait pas seulement les forces américaines, afghanes et de l'OTAN, mais aussi les talibans, perçus comme une menace extérieure. Cependant, en termes de nombre, ils n'étaient pas à la hauteur des talibans fermement établis, et leur attention se concentrait donc principalement sur les attaques terroristes contre les cibles occidentales et chiites,
considéré comme inférieur au mouvement ensoleillé ISIS-K. Le 20 janvier 2017, Donald J. Trump est devenu le 45e président des États-Unis, élu sur la promesse qu'il serait enfin celui qui ramènerait les hommes et les femmes combattants d'Amérique d'Afghanistan, tout en adoptant une ligne beaucoup plus dure avec ISIS et Al-Qaïda. Lorsqu'il a pris ses fonctions, il y avait encore environ 16.500 soldats en Afghanistan, ainsi qu'un nombre équivalent de soldats de l'OTAN, mais même Trump a dû admettre que la situation était toujours très volatile. Tenant sa promesse et adoptant une position plus dure que son prédécesseur, Trump a ordonné une expansion des frappes de drones et celles-ci ont conduit à la mort de Akhtar Mansour et Hafiz Khan. Mais parallèlement, les victimes civiles ont également augmenté, car les frappes ont souvent eu lieu dans des zones construites. Puis le 13 avril 2017, les forces américaines ont déchaîné leur arme conventionnelle la plus puissante contre ISIS-K, lorsqu'elles ont largué un seul Massive Ordnance Air Blast ou dispositif Moab sur un complexe de tunnels dans le district d'Akin de la province de Nangarhar. Les responsables américains ont affirmé que la décision d'utiliser l'arme avait à la fois des objectifs pratiques et psychologiques dans la guerre contre l'État islamique. Il reste débattu si Trump a directement ordonné la frappe, mais quoi qu'il en soit, l'opinion mondiale était profondément divisée, l'ancien président afghan Karzai accusant Trump d'utiliser son pays comme terrain d'essai pour de nouvelles armes. On estime qu'environ 96 combattants de l'ISIS-K ont été tués, ainsi que 3 civils, et cela a effectivement envoyé un message puissant à l'ISIS-K et à quiconque s'oppose à l'Amérique que les gants seraient retirés avec le nouveau président. Cependant, en tant que dissuasion, cela a complètement échoué, et les attaques contre les troupes occidentales, les travailleurs humanitaires et les forces de sécurité afghanes ont en fait augmenté, ce qui a poussé Trump à faire demi-tour sur sa promesse de ne pas augmenter le nombre de troupes américaines, envoyant 5 000 supplémentaires en Afghanistan d'ici la fin de l'année. En 2018, il semblait que la situation était tout sauf stable. Le 24 janvier, des combattants de l'ISIS-K ont attaqué un bureau de l'association caritative The Children à Jalalabad, tuant 3 personnes. L'attaque faisait partie de leur campagne contre les institutions occidentales et a poussé l'association à se retirer du pays. De leur côté, les talibans ont mené une attaque suicide contre un poste de contrôle du gouvernement afghan près de plusieurs ambassades étrangères à Kaboul, tuant 103 personnes. Un peu plus d'une semaine après cela, un B-52 de l'US Air Force a largué un stupéfiant total de 24 bombes, guidées avec précision, lors d'une seule attaque, le nombre le plus élevé dans l'histoire jusqu'à présent. C'était une frappe visant un camp d'entraînement des talibans. Il semblait que la paix était plus éloignée que jamais. Pendant ce temps, Trump était de plus en plus sous pression pour tenir parole concernant l'Afghanistan et a suivi la politique d'Obama, qui tentait d'ouvrir un dialogue avec les talibans. Les talibans, maintenant sous la direction de Hibatullah al-Khanzada, étaient désormais plus ouverts à s'asseoir avec les diplomates américains au Qatar pour discuter d'un certain type d'accord. Toutefois, au lieu de réclamer un cessez-le-feu, ils ont plutôt mené un certain nombre d'attaques de grande envergure en 2019, s'emparant de plus grandes zones de terre entre les réunions, croyant que cela renforcerait leur position à la table au Qatar. La réponse souvent dérisoire des forces de sécurité afghanes ne semblait que les encourager davantage. Cela a bloqué les discussions, car Trump devait présenter le retrait des États-Unis et de l'OTAN en tant que victoire. La difficulté de ce travail a été exacerbée par le chaos du gouvernement afghan, confronté à des accusations régulières de corruption. Le 28 septembre 2019, Ghani semble avoir remporté de justesse l'élection présidentielle contre son rival, Abdullah Abdullah. Mais Abdullah a refusé d'accepter les résultats et a même formé un gouvernement parallèle. La crise politique qui en a résulté semble avoir laissé le pays en suspens à un moment crucial des négociations avec les talibans. Ainsi, lorsque les États-Unis et les talibans ont finalement conclu un accord le 29 février 2020 à Doha, au Qatar, il n'y a eu aucune implication de la part de la direction politique afghane, qui était toujours en train de se quereller entre eux. L'accord de Doha a finalement permis aux troupes américaines et de l'OTAN de se retirer d'Afghanistan, à condition que les talibans s'engagent publiquement à ne pas permettre à Al-Qaïda d'utiliser le territoire contrôlé par les talibans comme refuge à l'avenir. Avec le gouvernement afghan faisant de même dans le reste du pays, l'accord a été vendu au monde comme les puissances occidentales atteignant leur objectif dans le sillage du 11 septembre. L'accord verrait le gouvernement afghan devoir libérer 5000 prisonniers talibans qui rendraient alors 1000 prisonniers du gouvernement. Les États-Unis, quant à eux, retireraient environ 5000 soldats en 4 mois et fermeraient jusqu'à 5 bases
avec un retrait total de toutes les troupes américaines et de l'OTAN d'ici le 1er mai 2021. Cependant, l'accord ne serait pas synonyme de paix pour le peuple afghan. Au contraire, l'insurrection des talibans contre Ghani, qui devait désormais partager le pouvoir avec Abdullah, a vu la violence augmenter de plus de 70% par rapport à l'année précédente. De plus, avec la réduction de la puissance aérienne américaine et de la coalition dans le cadre de l'accord, non seulement les pertes des talibans dans les combats ont considérablement diminué, mais leurs succès n'ont fait que croître en nombre, alors que les forces gouvernementales afghanes souffraient d'un moral bas, causé par des salaires bas, ou parfois même inexistants, et un leadership incompétent. Le 22 juin 2020, l'Afghanistan a connu sa semaine de combat la plus sanglante en près de 20 ans, les talibans ayant lancé une offensive majeure dans 18 provinces afghanes, tuant 291 soldats gouvernementaux et en blessant 550 autres. À Washington, District of Columbia, la violence a été jugée totalement inacceptable au regard de l'accord de Doha. Et il y a eu une initiative sur Capitol Hill pour limiter le retrait des troupes, mais l'élan n'a pas pu être arrêté. Et le monde semblait prêt à accepter que les puissances occidentales quitteraient probablement l'Afghanistan dans un état de guerre civile. Les estimations sur la durée des combats variaient d'une année à une décennie, mais il était clair pour Trump que, avec le gouvernement de Trump et les puissances mondiales, l'Amérique et la coalition laisseraient l'Afghanistan tomber entre les mains des talibans. Dans ce contexte, le groupe ISIS-K, considérablement affaibli mais tenace, a continué son règne de terreur. Pour eux, il n'y avait pas d'innocents, ce qu'ils ont prouvé le 12 mai 2020 lorsque des hommes armés ont fait irruption dans un hôpital géré par l'organisation caritative Médecins sans frontières et ont abattu des travailleurs humanitaires, de nouvelles mères et leurs nouveau-nés. Le conflit en Afghanistan a été la guerre la plus longue de l'Amérique, et cela est typifié par le fait que les derniers mois de présence des troupes américaines dans le pays ont été supervisés par un 4e président américain, le démocrate Joe Biden. Lorsqu'il a pris ses fonctions le 20 janvier 2021, il ne restait que 2500 soldats américains. Concernant la violence en Afghanistan, le gouvernement de Biden a annoncé qu'il réviserait ses engagements de retrait, mais a finalement décidé de continuer le processus. Il n'était pas un secret que Biden n'avait aucune intention de continuer ce qu'il considérait comme une guerre éternelle qui ne pouvait pas être gagnée. Mais il a repoussé la date à laquelle les dernières troupes américaines devraient être retirées, du 1er mai à la date symbolique du 11 septembre, exactement 20 ans après les attaques du 11 septembre qui ont provoqué leur entrée en Afghanistan en premier lieu. Malgré le retard, les talibans ont utilisé la date initiale comme le début de leur nouvelle offensive estivale qui a pris le monde par surprise totale. Contrôlant moins d'un quart des districts de l'Afghanistan, ils ont lancé une offensive massive sur presque tous les fronts contre les forces de Ghani, qui étaient maintenant laissées à se défendre elles-mêmes alors que les États-Unis et les partenaires de la coalition se concentraient uniquement sur leur propre peuple lorsqu'ils se retiraient. Malgré leur formation et équipement de qualité de l'OTAN, les Afghans se sont effondrés, désertant ou faisant défection vers les talibans. Des images surprenantes de Humvee et de véhicules blindés américains conduits par les talibans dans leur offensive ont été diffusées par les médias occidentaux. En août, les talibans avaient triplé le territoire sous leur contrôle, principalement dans les zones rurales, et s'attaquaient désormais aux grandes villes et aux capitales provinciales, dont beaucoup sont tombés sans combat. S'approchant de Kaboul, l'écriture était sur le mur pour Ashraf Ghani, qui a abandonné le pays le 15 août 2021, tout comme la capitale leur avait été prise en 2001. Les talibans ont pris la ville sans avoir à tirer un coup de feu. C'était bien sûr une préoccupation sérieuse pour les États-Unis et les troupes de l'OTAN restantes, alors qu'ils se retiraient vers l'aéroport international Hamid Karzai de la ville pour continuer l'évacuation. Ils étaient rejoints par des milliers d'Afghans terrifiés qui étaient désespérés de monter à bord des vols hors du pays, terrifiés par ce qui leur arriverait sous le régime des talibans. Des images bouleversantes montreraient 2 hommes essayant de s'accrocher à un avion de transport C-17 de l'US Air Force au décollage pour finalement tomber à leur mort. Les avions de ligne à l'aéroport étaient également submergés de personnes qui essayèrent de remplir chaque espace à bord, croyant qu'ils pourraient s'échapper, mais cela n'a fait qu'immobiliser les avions. La scène est devenue si désespérée que les hélicoptères de combat américains AH-64 ont dû intervenir et essayer de dégager les gens de la piste en utilisant le souffle de leurs rotors jusqu'à ce que des troupes américaines et britanniques supplémentaires
puissent être acheminés pour sécuriser l'aéroport et permettre son utilisation en toute sécurité. Pourtant, même alors, la situation était précaire. Comme l'a expliqué un pilote de la RAF à une équipe de reportage, il n'y avait pas de contrôle du trafic en place et les pilotes comptaient sur la communication radio entre eux pour évaluer quand il était sûr de décoller et d'atterrir. Avec autant de personnes affluant dans la zone et les médias du monde entier enregistrant tout, Isis-K n'a pas pu résister à l'envie de porter un dernier coup très public et fatal contre les troupes occidentales en Afghanistan. À 17h50 le 22 août, à l'une des entrées de l'aéroport connu sous le nom de Abbey Gate, où les Marines américains traitaient les personnes pour l'entrée, un kamikaze a déclenché sa ceinture explosive au milieu d'une foule de personnes. Cela a été suivi par des tireurs d'Isis-K qui ont ouvert le feu sur la foule et les Marines. 169 civils afghans ont été tués, ainsi que 11 Marines américains, un soldat de l'armée américaine et un infirmier de la marine américaine. Le monde a été outré, et il y a eu des appels à Washington pour la vengeance. Le président Biden a autorisé une attaque de drone sur un véhicule supposé transporter des membres de l'Isis-K, directement responsable de l'attaque. Cependant, il s'avérerait plus tard que 10 civils, dont 7 enfants, ont été tués, le conducteur ayant travaillé pour une organisation d'aide et ayant une demande pour quitter le pays à bord de transports militaires américains. Le lendemain, le 30 août 2021, le 30 août 2021, le major général Chris Donahue, commandant de la 82e division aéroportée de l'armée américaine, a embarqué à bord d'un C-17 qui a immédiatement décollé de Kaboul. Commandant de la 82e division aéroportée de l'armée américaine, a embarqué à bord d'un C-17 qui a immédiatement décollé de Kaboul. Ce vol a marqué la fin du conflit de près de 20 ans dans le pays et laisse derrière lui un Afghanistan meurtri et brisé. Avec les talibans de nouveau au pouvoir, la question qui prédomine dans l'esprit de tous était « En valait-il la peine ?» Seule l'histoire aura la réponse. En attendant, l'Afghanistan clôt un autre chapitre brutal de son histoire violente face à l'influence du monde extérieur.